Merci, Monsieur le député de Jean Lesage. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Jean Talon. Lorsque le premier ministre du Québec, dans une déclaration ministérielle, a annoncé le dépôt de ce projet de loi qui contient notamment un projet de constitution du Québec, j'ai donné la réplique à cette déclaration ministérielle au nom du Parti québécois. Et j'ai d'abord souligné que ce projet de loi, qui n'est qu'un projet de loi, parce que tout le monde parle de la Constitution, il y a deux autres éléments dans ce projet de loi, mais c'est un projet de loi déposé par le gouvernement à la fin de son mandat. Alors que le temps, les travaux parlementaires nous manquent, alors qu'on est à la fin des 8 années de pouvoir de la CAQ, le gouvernement arrive avec ce projet de loi et j'ai mentionné essentiellement qu'il s'agissait d'une continuation de l'illusion de la troisième voie. Cette troisième voie qui est à la base de la création de la Coalition Avenir Québec. La Coalition Avenir Québec dit, bien, il y a un débat sur l'avenir du Québec et nous, on va proposer une autre façon de le voir. On est des fédéralistes, mais on va aller chercher des gros gains avec une nouvelle stratégie qui est exposée dans un document, le nouveau programme pour les nationalistes québécois, et qui dit, nous, on va être capables de réussir à changer le fédéralisme tout en restant dans le Canada. Et il y a une liste de revendications qui sont essentielles selon la CAQ, selon la Coalition Avenir Québec. Elle nous dit notre raison d'être, c'est celle-là, au départ. Et elle dit c'est ça que nous allons mettre de l'avant. Donc la promesse principale de la CAQ, celle qui est son ADN, c'est celle de réussir là où il n'y a jamais personne qui a réussi depuis la création du Canada en 1867, c'est-à-dire obtenir des oui à des revendications légitimes du Québec. Parce que ce n'est pas dans ce sens-là que se développe le fédéralisme canadien. C'est un fédéralisme qui se développe à l'encontre des volontés fondamentales du Québec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tableau dans le document de la CAQ que j'ai évoqué donc en réponse à la déclaration ministérielle du premier ministre avec la liste des demandes essentielles. Il y en a 21. Et ça, j'invite les Québécois à aller la voir, cette liste-là. Moi-même, je l'ai publiée dans quelques-unes de mes publications, mais elle est sur le site de la CAQ. Tout le monde peut aller la voir. Donc, ce n'est pas le député de Jean Talon qui parle, ce sont les faits qui parlent. Et sur les 21 demandes, il y en a exactement 0 qui a trouvé une réponse favorable. 0. Et le premier ministre et ses ministres, année après année, ont réitéré des demandes. Par exemple, en immigration, le premier ministre a écrit des lettres, le premier ministre du Québec a écrit des lettres au premier ministre du Canada, le mettant devant un énième ultimatum en disant « Nous voulons tous les pouvoirs en immigration parce que nous voulons déterminer nous-mêmes notre politique d'immigration. » Ça a été un refus sur toute la ligne. Protection du français, il y a des demandes dans le programme de la CAQ. Échec sur toute la ligne. Aucune des demandes de la CAQ n'a trouvé une réponse favorable. La nomination des juges, de juges québécois à la Cour suprême, donc un pouvoir sur le choix des juges à la Cour suprême, c'est refusé. Le ministre de la Justice continue à prétendre qu'il y a du travail là-dessus, mais il n'y a aucun résultat. Aucun résultat, il n'y en a jamais eu. Et le gouvernement fédéral jamais n'abdiquera ce pouvoir-là. Transfert de points d'impôt aux provinces, 0. Aucune avancée. Des transferts fédéraux équivalents au vieillissement de la population, c'est dans le programme de la CAQ, 0. Aucune avancée. Rapport d'impôt unique. En voulez-vous un exemple des problèmes de la paperasse, des dédoublements que cause le fédéralisme, et à quel point ça coûte cher? Une double fonction publique, un double rapport d'impôt. Les Québécois, ils voient à chaque année
Qu'est-ce que ça coûte faire partie du Canada? Ça, c'est une revendication. On va rapatrier ça au Québec. 0. Les transferts de fonds fédéraux pour les infrastructures. C'est intéressant. Actuellement, on a un débat sur pourquoi ça recommençait à coûter plus cher au Québec d'emprunter que l'Ontario sur les marchés. Le ministre des Finances inscrit lui-même dans son analyse de la décote de Standard & Poor's, il écrit « Bien, c'est notamment parce que notre situation financière a été compliquée parce que le fédéral ne nous envoie pas assez de fonds pour les infrastructures. » Ça, c'est dans sa déclaration écrite du 16 avril 2024. Application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, 0, aucun gain. Prépondérance du Québec en matière de langue, d'immigration et de culture, rien, 0. J'en passe là, mais reconnaissance constitutionnelle du Québec comme nation. C'est une revendication vieille comme le monde dans notre fédération, toujours pas. Encadrement du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences provinciales, parce que ça, on le sait, là. Quand on parle du ver dans la pomme du fédéralisme au Québec, c'est ça. C'est que peu importe ce que dit la Constitution, que voici ce que sont les champs de compétences du gouvernement fédéral et voici ce que sont les champs de compétences du Québec et des autres provinces, et voici comment on devrait gérer le pays. Ce qui s'est passé au fil des décennies, c'est que le fédéral a envahi tous les champs de compétences du Québec, parfois dans le normatif, mais souvent en dépensant de l'argent de nos impôts et souvent à l'encontre de la volonté de l'Assemblée nationale du Québec. Donc là, la CAQ dit, nous, on a trouvé la solution. On va vous livrer ça, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser. 0. Il n'y a rien qui a avancé là-dessus. Bilinguisme obligatoire pour les juges de la Cour suprême. 0. Droit de veto du Québec sur les modifications constitutionnelles. 0. On va dans le sens inverse. On va dans le sens inverse. Nous, on va modifier la structure de notre pays, mais on va le faire, même si le Québec n'est pas d'accord, on va le faire. Abolition ou réforme du Sénat, 0. Abolition de la fonction de lieutenant-gouverneur. Ça, c'est dans le programme de la CAQ. Non seulement on ne l'a pas aboli, on l'a applaudi à tout rompre la dernière fois qu'il est venu ici. Donc, on continue à maintenir les structures de la monarchie à l'intérieur de notre régime parlementaire. La monarchie, Monsieur le Président. Donc, ça, c'est le bilan de la troisième voie caquiste. Et arrive le projet de loi 1, qui est le même miroir aux alouettes. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a fonctionné dans ce qu'on vous a dit qu'on allait faire, et on va continuer à faire exactement la même chose. Puis on va vous le mettre dans un document qui va tenter de donner l'illusion au Québec qu'on a une constitution dont l'article 1er dit que c'est le document, la loi des lois, puis qu'elle a préséance sur tout. Jamais cette constitution qui est proposée par le projet de loi 1 n'aura préséance sur la Constitution canadienne. Donc, l'article 1 de ce projet de Constitution contient cette continuation du rêve caquiste qui s'est transformé en cauchemar, qui s'est transformé en échec monumental. La CAQ aura servi à ça. Faire réaliser à l'ensemble des Québécois qu'on aura beau penser à le refaire, puis à lui donner des noms, puis à faire du marketing sur la façon de réformer le fédéralisme de l'intérieur, ça n'arrivera jamais. Le grand soir où le gouvernement fédéral va respecter le Québec puis va dire oui à ses demandes légitimes à l'intérieur du régime fédéral, c'est pas arrivé. Pour que ça arrive, il va falloir qu'on se dise oui et qu'on fasse un pays. Pour avoir une vraie constitution, au sens juridique du terme, ça prend un pays. Et tant qu'on n'a pas de pays, on n'a pas de véritable constitution, au sens du document qui prévaut sur tous les autres, qui est le contrat de société qu'on se donne tout le monde ensemble et qu'on dit, nous, comme société, voici comment on a décidé de fonctionner. C'est ça la véritable intention d'une constitution, et ça, on ne l'aura jamais tant qu'on restera dans le Canada. Donc, ce que nous avons devant nous, c'est un simple projet de loi, d'une loi qui va s'insérer dans le cadre fédéraliste, qui va rester soumis au carcan fédéral.
Ça ne changera rien, donc rien au rapport de force, malgré qu'on continue encore de prétendre que ça va le faire, que ça va être un bouclier. Bon, d'abord, je trouve ça paradoxal que pour des fédéralistes, on nous indique que pour survivre à l'intérieur du Canada, on a besoin d'un bouclier. Si on a besoin d'un bouclier, ça veut dire qu'on a un problème avec le régime fédéral dans lequel on vit. Mais ça ne fera pas ça. Ça ne changera rien. Parce que c'est encore la Cour suprême du Canada qui va interpréter les lois fondamentales du pays en fonction de la vision fédéraliste du fonctionnement de notre société. De la même Constitution canadienne qui a fait en sorte qu'au fil des décennies, le gouvernement fédéral a étendu ses tentacules partout, qui fait qu'on paye 90 milliards de nos taxes et impôts pour un gouvernement fédéral qui livre à peu près aucun service, puis qui vient en plus se mêler de nos affaires. Donc, ce n'est pas une loi fondamentale, comme le prétend le ministre de la Justice, parce qu'elle demeure subordonnée à la Constitution canadienne, qui, il faut le rappeler ici aujourd'hui, nous a été imposée. Et en quelque sorte, certains nous ont même dit que c'est une entreprise qui va donner de la légitimité à la Constitution de 1982, qui n'a jamais été acceptée par aucun parti politique à aucun moment de la vie démocratique du Québec depuis qu'elle nous a été imposée. Cette Constitution a été négociée pendant la nuit entre les premiers ministres de toutes les provinces et le premier ministre du Canada pendant qu'on a laissé le premier ministre du Québec dormir. Et le matin, quand il s'est réveillé, il y avait une Constitution, le contrat fondamental du pays qui nous avait été imposé. Le projet de loi 1 ne change rien à ça, ne change rien à l'histoire, ne changera rien au bilan d'échec complet de la troisième voie caquiste à l'intérieur du régime fédéral. Et c'est pour ça qu'il fallait donner l'heure juste aux Québécois là-dessus. Puis on n'a pas donné l'heure juste aux Québécois. L'heure juste, je le réitère, c'est de dire, pour avoir une vraie constitution, ça prend un pays. Je l'ai dit et je le réitère, ce que nous avons devant nous, c'est donc un projet de loi caquiste et fédéraliste qui continue à entretenir une illusion. Ça, c'est sur le fond. Et ce qu'on a entendu en consultation générale ne change rien à ce que je disais au moment où le projet de loi a été déposé. Au contraire, ça renforce les conclusions. J'ai posé la question à des experts constitutionnalistes qui sont venus, à des organisations de la société civile qui sont venues. Certaines étaient plus ou moins favorables à ce projet de loi, mais je leur ai posé la même question. Est-ce que ce projet de loi va changer quelque chose au fait que tout ce qui est écrit là reste soumis, subordonné à la Constitution fédérale? Et toutes et tous ont répondu la même chose. Non, ça ne change rien. En fait, le ministre de la Justice lui-même a été obligé de l'admettre assez rapidement, que malgré ce qui est écrit dans sa Constitution, non, ça ne sera pas la loi des lois, et non, ça n'aura pas préséance sur tout le reste, ça va être soumis au fédéralisme. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la façon dont ce projet de loi est arrivé ici. J'entendais le ministre de la Justice, dans son allocution au début de ce débat, c'était hier, je pense, nous dire « Je demande à tout le monde de s'élever au-dessus de la partisanerie parce que ce n'est pas une constitution caquiste, c'est une constitution québécoise. » Je le réitère, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est une constitution caquiste et fédéraliste, mais il nous invite à nous élever au-dessus de la partisanerie. C'est dommage, mais un exercice qui a démarré dans la partisanerie peut difficilement ensuite être transformé en un exercice collectif qui est fait avec et pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Le ministre de la Justice, avec quelques personnes autour de lui, a rédigé dans son bureau, sans consultation préalable, ce qu'il prétend représenter la volonté du peuple québécois. Malheureusement, c'est très loin d'être la réalité, comme des centaines de personnes sont venues nous le dire en consultation générale. Les gens disent « Bon, c'est bien, vous nous convoquez ici, on a 8 minutes pour vous dire
ce qu'on pense de tout ce que vous nous présentez. Vous avez quelques minutes pour nous répondre. Et c'est ça qu'on a à dire. Et c'est comme ça qu'on veut construire le contrat fondamental de notre société. Il y en a qui sont venus nous parler des expériences récentes ailleurs dans le monde, de comment on a bâti une constitution, comment on a mobilisé la population dans des débats vigoureux qui, à la fin, ça va être rare qu'on va dire que ça fait l'affaire de 100% des gens dans 100% des cas. Mais au moins, on a mobilisé la population, puis on a discuté ensemble de ce qui est notre contrat fondamental. Ici, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Plusieurs nous ont dit, le ministre nous a téléphoné, on a eu une conversation, mais on n'a jamais vu de document, on n'a jamais vu de proposition. Puis là, le ministre débarque avec ça. En fait, c'est le premier ministre qui nous l'a présenté. Puis il débarque avec ça, puis ils disent, ça représente l'ensemble, ce que l'ensemble de la société veut. Puis je veux qu'on se réunisse autour de ça, puis je veux qu'on fasse preuve de hauteur. Il aurait fallu faire preuve de hauteur dès le départ. C'est connu, archi connu aujourd'hui, que pour développer une constitution, ça prend une mobilisation populaire. Il faut que tu en parles avant, il faut que tu échanges, il faut que tu aies des débats vigoureux. Nous ne les avons pas eus. Et notamment, nous ne les avons pas eus avec les Premières Nations. Et ça, juste pour cette raison-là, c'est une raison de ne pas avancer avec ce projet de loi. J'ai posé la question au chef Véropol, qui est venu en consultation générale. D'autres représentants des Premières Nations et des Inuits sont venus aussi dire exactement la même chose. J'ai posé la question, notamment la même question au Grand Conseil des Cris. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce projet de loi? Est-ce qu'il est récupérable? Et la réponse, ça a bien sûr été non. Non, parce que les Premières Nations, alors que c'était la promesse du gouvernement, et alors que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, en 2026 ou en 2025, au moment où le projet de loi a été présenté, il faut traiter de nation à nation. Si nous sommes encore dans le chemin de la réconciliation, cette réconciliation, elle passe par des consultations. Il y a un véritable dialogue sur le contrat fondamental dont on va se doter. Et on ne peut pas dire, on vous a mis dans le préambule, puis après ça, il n'y a rien en ce qui vous concerne. Puis là, vous êtes ici en consultation générale, donc c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Et le mot des Premières Nations, c'est irrécupérable. Si le gouvernement s'entête à continuer avec ce projet de loi, c'est pas qu'on va avancer avec les Premières Nations et les Inuits. C'est qu'on risque de frapper des écueils et de ne pas contribuer à ce chemin qu'on essaie de tracer, tant bien que mal, vers la réconciliation et vers l'établissement d'un contrat qui est à l'avantage respectif de l'ensemble des Québécois et des Premières Nations et Inuits. Donc, cette absence de consultation, ça a été, j'allais dire souligné, mais c'est quelque chose les gens l'ont verbalisé avec tellement de force que c'est un message qui doit se rendre au gouvernement. Ce n'est pas la façon de développer un projet de constitution, de présenter un projet de constitution et de mener un des débats les plus essentiels qu'on devrait avoir dans notre société. Ce qui fait en sorte que si le gouvernement s'entête, malgré tant d'opposition, il y aura une étude détaillée d'un projet de loi qui contient toutes sortes de dispositions très importantes, mais sur lesquelles il n'y aura ni consensus, ni mobilisation, ni un ensemble d'avis qui va vraiment éclairer le travail des législateurs que nous sommes. On va nous dire, oui, on a reçu plein de mémoires, mais il y en a tellement qui nous disent, oui, mais on est pris avec ce qu'on nous a présenté, puis on est parti de la mauvaise façon.
Plusieurs nous ont dit qu'il y a des éléments qui devraient se retrouver dans n'importe quelle constitution qui ne sont pas là. Pourquoi? Par ailleurs, on a mis plein d'articles dont on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire dans un projet de constitution, dans un projet de loi fondamentale. Ce que moi j'appellerais les farces et attrapes qu'il y a dans ce document-là, alors qu'on devrait parler de ce qui nous réunit, de ce qui fait le plus consensus dans notre société. On n'est pas là. Donc, on n'a pas ce qu'il faut pour bien travailler. Alors, à la fin, est-ce que ce qu'on a devant nous va changer quelque chose sur le partage des compétences, non seulement établi selon la Constitution de 1867, mais comme il a été dévié de son sens initial par 150 ans de fédéralisme dominateur puis d'incursion dans les champs de compétences du Québec? Non, ça ne changera pas. Le projet de loi ne changera rien là-dessus. Est-ce que ça va changer quelque chose au pouvoir de la Cour suprême d'interpréter tous les droits fondamentaux, y compris tout ce qui se retrouvera dans le projet de loi 1, si jamais il est adopté par loi, par le gouvernement? Non, ça ne changera rien. On va rester soumis à l'interprétation de la Cour suprême du Canada, qui interprète, elle, la Constitution canadienne en vertu de ce qu'elle contient. On s'en souvient. La Constitution commence par affirmer la suprématie de Dieu. Elle continue plus loin en disant que le Canada, c'est un projet multiculturaliste. Bien sûr que la Cour suprême du Canada interprète tous les droits fondamentaux en fonction de cette Constitution canadienne. Est-ce que le projet de loi 1 va changer quelque chose là-dessus? Non, absolument rien. Est-ce qu'il va changer la composition de la Cour suprême, le pouvoir de nomination des juges de la Cour suprême, la façon dont les juges de la Cour suprême maîtrisent le français? Non. Puis ça, c'est des éléments fondamentaux à l'avenir du Québec. Est-ce que ça va empêcher la Cour suprême du Canada ou le gouvernement fédéral, par ses lois souvent adoptées, où on est minoritaire, dans le régime fédéral, on est minoritaire et en diminuant? Est-ce que ça va changer cette capacité des institutions fédérales d'avoir un impact par leurs actions sur le Québec qui est souvent à l'encontre de la volonté de l'Assemblée nationale? Non, ça ne changera rien à ça. Donc, est-ce que ça va empêcher soit le gouvernement fédéral ou soit la Cour suprême de charcuter, par exemple, nos lois sur la culture, sur la langue? Non. Est-ce que ça va nous donner plus de maîtrise sur les politiques en immigration qui sont au cœur de nos débats ici à l'Assemblée nationale depuis des années, mais dont tout le monde ici convient qu'il y en a une grande partie qui n'est pas dans nos mains puis qui est décidée par Ottawa, souvent à l'encontre de la volonté du Québec? Non, ça ne changera rien à ça, le projet de loi 1. Est-ce que ça va changer quelque chose sur le contrôle de nos frontières, de nos taxes et impôts? 90 milliards qu'on envoie à chaque année à Ottawa, est-ce que ça va changer quelque chose à ça? Non, ça ne changera rien. Est-ce que ça va changer quelque chose au fait qu'on a juste 20 des votes au Parlement à Ottawa et que ça va en diminuant? Non, ça ne changera rien à ça. Est-ce que ça va changer quelque chose au fait qu'on va continuer à se faire dire quoi faire dans la Fédération canadienne? Non, ça ne changera rien à ça. Donc, nous, au Parti québécois, on ne peut pas se prêter à un exercice qui vise à maintenir l'illusion du changement pour plus d'autonomie, plus de respect des compétences du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Ce n'est jamais arrivé. Ça ne s'améliore pas, ça s'empire d'année en année. Et ça n'arrivera jamais. Donc, nous n'entretiendrons pas cette illusion. Les risques que pose de manière de plus en plus claire le fédéralisme pour l'avenir du Québec en matière économique, de politique sociale, de capacité de décider par nous-mêmes quelle est notre posture à l'échelle internationale, à un moment où plusieurs des questions qui préoccupent les Québécois au jour le jour sont en partie décidées à l'échelle internationale, en matière de commerce international, en matière de diplomatie internationale. Je vais citer le premier ministre du Canada. Quand on n'est pas à la table, on est au menu. Or, le Québec continue d'être au menu, continue de ne pas être capable de faire entendre sa propre voix,
continue de ne pas être capable de défendre ses propres intérêts. Alors que les nations européennes, alors que le premier ministre du Canada, alors que les pays latino-américains, alors que l'ensemble du continent africain est à la défense actuellement du principe de souveraineté, tout le monde parle de l'importance du principe de souveraineté, c'est plus que jamais important pour le Québec d'assumer son destin en devenant un pays indépendant, en parlant pour lui-même à l'échelle internationale, en prenant les décisions en fonction de ses intérêts sur l'utilisation des taxes et des impôts des Québécois, sur l'orientation des politiques publiques dans tous les secteurs. Il est temps pour nous de faire comme toutes les nations normales et de décider par nous-mêmes et de cesser de se faire dire quoi faire par Ottawa. Le projet de loi 1 nous incite à continuer dans cette voie de l'illusion de la fameuse troisième voie caquiste, qui est un bilan de 7 à 8 ans d'échec. Donc, pour cette raison, nous voterons contre le principe du projet de loi 1. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de